Donc pour poursuivre un peu sur ces enjeux-là, il faut savoir que finalement la notion même d'exposition, elle n'est pas si simple à aborder quand on parle d'art urbain. C'est un petit peu ce qu'on s'était rendu compte quand il y avait eu le colloque sur les enjeux d'exposition à Besançon en 2021. Qu'est-ce qui se passe quand l'art urbain dans l'espace public finalement s'expose? Quand on est artiste, on s'expose, on prend des risques dans l'espace public, voire on s'impose dans un espace qui n'est pas dédié à l'art et on l'impose aussi aux autres. On n'est pas seul dans l'espace public, on a d'autres usagers et comment ces enjeux-là peuvent interagir. Donc pour cette table ronde, l'idée c'était de poursuivre un peu la discussion sur une réflexion autour de qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans un lieu fermé, dans un lieu intérieur entre quatre murs, quand on a des moyens et des contextes qui sont différents et quand on a aussi une gestion qui est plus structurelle, plus institutionnelle aussi et que pourtant on vient de la rue. Comment les artistes issus de l'art urbain, donc, ils appréhendent aussi ces autres lieux? Qu'est-ce qu'ils peuvent présenter? Est-ce qu'il y a un basculement des pratiques quand on rentre dans un espace fermé? Quel peut être le rôle des diffuseurs aussi? Et comment ces enjeux-là autour de la scénographie, de la curation, se pensent en amont, pendant et après un projet? Donc je recite quand même ici ce travail pour vous dire qu'on est pôle ressources en tant que fédération et sur le site de la fédération on a une liste d'événements en France et aussi à l'international, donc ce n'est pas exhaustif, c'est un travail qui a été fait bénévolement au départ en 2019, donc on a quand même beaucoup de choses mais c'est pas complet, mais on essaye de lister en fait tous les événements, les murs à programmation, les parcours, mais aussi les foires, les résidences qui existent et c'est un travail qui est collaboratif, donc il y a aussi des choses qui peuvent être amenées à être étoffées si vous avez des manques, il vous semble qu'il y a vraiment des oublis majeurs, il ne faut pas hésiter à nous le dire, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Ce qui est intéressant, en tout cas depuis 2019, c'est qu'on constate qu'il y a une vraie pluralité d'événements institutionnels dans l'espace public et dans les lieux fermés. Et aussi citer quelques autres exemples de lieux qui expérimentent ces enjeux-là de valorisation et qui, à mon sens, sont intéressants. Donc on en a parlé tout à l'heure, le Palais de Tokyo quand même reste un lieu intéressant en termes d'expérimentation dans des surfaces très très grandes. Et actuellement, vous avez l'exposition sur Amelzi que je vous encourage à découvrir parce qu'elle est vraiment passionnante sur le parcours d'un artiste graffeur américain. Vous avez bien sûr tout ce qui est fait par la ville de Nancy et le musée qui fait des tentatives et qui questionne aussi ces artistes à travers des expositions monographiques ou thématiques. Je pense aussi à un lieu qui est important qui s'appelle le MIMA, qui était à Bruxelles, et j'y étais parce qu'il a fermé ses portes récemment, mais qui était un lieu vraiment intéressant en termes de recherche scénographique et de jeu et de participation aussi des publics dans des lieux fermés, et vraiment c'est un exemple qu'il faut avoir en tête. Et puis il y a aussi par exemple des lieux qui sont moins connus, comme le Hangar 107 à Rouen, où vous avez d'autres tentatives très white cube, avec des artistes qui viennent de la rue et qui sont exposés sur les Cimaises. Et donc pour cette table ronde, on va donc modérer la table ronde avec Susanna Gallo-Cuesta, mais qui se cache au premier rang, mais qui posera des questions un peu transverses dans un deuxième temps. Et puis on est vraiment content de vous entendre tous les trois. Aletheia, donc qui est artiste et aussi co-commissaire de l'exposition Banlieue Chérie, qui va ouvrir dans quelques jours au Musée d'Histoire de l'Immigration de Paris. Julie Guinamant, qui est donc responsable de projet et de production artistique et assistante d'artiste. Donc c'est aussi intéressant de t'entendre parce que tu vas aussi parler de la manière dont toi tu appréhendes des projets avec les artistes. Et puis Gaël Lefebvre, directeur artistique et artiste plasticien. Donc on est vraiment content de vous entendre tous les trois. Là, l'idée, ça va être un petit peu de faire des parcours par intervenant pour bien comprendre aussi quelles sont vos démarches. Il y aura bien sûr des questions posées en complément par Susanna. Et puis, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter par la suite. Donc peut-être quand même ce qui est bien avec Aletheia, c'est que tu es intervenue à Nancy, donc c'est aussi une manière de revenir sur un projet assez récent. Et puis tu as plusieurs cascades qui nous intéressent. Et l'année dernière, donc en 2024, c'est toi qui exposais au musée avec cette expo Egutarium, qui était une manière de valoriser ton travail, ton parcours d'artiste, mais aussi de proposer des nouvelles formes plastiques au-delà des projets que tu fais dans l'espace public, qui est vraiment ton premier terrain de jeu. Et donc c'était une expo qui était sous le commissariat de Susanna, donc ça a été aussi un travail fait en binôme avec aussi les équipes techniques. Donc dans un premier temps, ce serait intéressant de savoir toi quelles a été un peu les origines de ce projet, comment tu es arrivé à faire cette expo à Nancy l'année dernière.
je suis arrivée là parce que j'ai rencontré Susanna. Donc déjà, les rencontres, elles sont quand même très importantes dans ce genre de gros switch entre l'intérieur et l'extérieur. Moi, avant de travailler sur cette exposition au musée, je faisais que des interventions in situ, que des projets vraiment dehors. J'avais vraiment pratiquement pas fait d'expo. J'étais pas en galerie parce que à l'époque, ça m'intéressait pas et je ne comprenais pas en fait ce que je pouvais y faire et y apporter, puisque mon travail prenait son sens dehors. Donc c'est la rencontre avec Susanna qui elle m'a fait aussi réfléchir à ce que je pourrais y faire. C'est-à-dire c'est aussi cette rencontre-là qui permet de se réinventer, quoi. Après, moi j'ai trouvé ça assez génial en fait d'entamer cette réflexion et de me dire qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur, qu'est-ce que je vais y raconter, comment est-ce que je peux transformer mon travail pour qu'il devienne intéressant à l'intérieur des murs. Voilà, en gros, ce qui s'est passé. Et donc dans cette expo, il y a à la fois des œuvres antérieures que tu as présentées. Hein. Là, on est vraiment sur un travail d'atelier, donc ouais. on ne parle plus d'art urbain. Mais ce qui est intéressant, comme le disait Vittorio, c'est de savoir aussi d'où viennent les gens qui s'exposent dans un lieu fermé comme Aletheia. Donc il y avait des œuvres antérieures, enfin ces deux-là, ouais. que tu as représentées. Des rares toiles que j'avais faites, ouais. Et en plus de ça, il y avait du coup d'autres œuvres réalisées in situ pour l'exposition. Ok, oui. Alors, en fait, l'exposition après, elle est je suis troublée par les images. Celle-là, elle n'était pas dans l'expo, par exemple. Mais si tu veux, en fait, il a fallu que je réinvente complètement, pour moi, un espace. Et donc j'ai retravaillé vraiment un parcours dans le musée. Ce qui est un peu marrant, c'est que j'ai pas pu complètement me détacher du fait de reparcourir, de proposer quelque chose dans lequel on va déambuler et se transformer au fur et à mesure. Donc ça déjà, je pense que c'est des ponts très clairs entre le travail dehors et comment est-ce qu'on se raconte en intérieur, quoi. J'ai pas pu m'empêcher de retravailler tous les espaces, de repeindre tous les murs de haut en bas, voilà. Donc il y a vraiment un travail d'appropriation en fait du musée. Et dans la scéno même en fait. Et ensuite l'autre partie, l'égotarium qui est donc là on voit la photo du cairn de cocaïne en étoile, le rail de coke en céramique. Et ensuite donc l'œuvre qui était en haut, qui est carrément une autre chose puisque c'était l'idée d'un planétarium de fêtes foraines en fait. Donc le terme même de l'expo, comment il a été choisi, égotarium ? Il a été choisi parce que je l'ai inventé. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire en utilisant ce terme-là ? Déjà, je trouvais que, si tu veux, c'était un super jeu de mots. Voilà. C'était après, l'histoire de cette expo, c'est justement la quête de l'ego, en fait. C'est-à-dire, c'est la quête de l'ego, pas l'ode à l'ego. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que tu te trouves en tant qu'artiste et comment est-ce que dans quelles étapes tu passes en tant qu'artiste et femme de transformation pour à un moment donné devenir pleinement artiste. Donc c'était l'idée d'être dans mes baskets. Et donc voilà. Et ensuite donc cette fête foraine là, ce planétarium de fêtes foraines qui s'appelle aussi Égotarium. Et on projetait un film où donc j'avais réinventé plein de constellations. C'était un peu la synthèse de mon travail dehors, puisque donc je fais des constellations, moi, et je fais des constellations en général participatives pour refaire de la mythologie contemporaine avec les gens. Donc on avait réinventé plein de constellations avec les gens en 20 ans de taf en fait. Donc du coup, là, le film qui était projeté, c'était un peu la synthèse de toutes ces réflexions qu'on avait eues sur comment raconter notre société et donc d'inventer un faux ciel avec des blagues. Parce que, voilà, il y avait aussi un gros enjeu pour moi dans Égotarium qui était de pouvoir réaccéder à la part humoristique de moi-même. En général, quand on bosse dans la rue et qu'on fait des trucs assez rapides, que ce soit rapide parce qu'on est dans l'illégal ou que ce soit rapide parce que malgré tout, on est avec plein de gens et il faut quand même
avoiner le truc. On n'a pas tellement le temps de développer justement de l'humour, par exemple, ou même peut-être plus de poésie. Et là, je trouvais que c'était aussi l'occasion de pouvoir, moi, enfin, pouvoir vraiment me marrer à faire des choses sur lesquelles j'avais plus de temps pour penser, voilà. Et ça, c'était génial parce que enfin, j'ai pu faire des blagues et que ça faisait 20 ans que j'attendais ça. Voilà. C'est bien. Bon, Aletheia est un peu fatiguée, à la voix cassée, donc n'hésite pas. Enfin, je sais pas si tu as un peu d'eau, mais voilà, peut-être un petit verre en plus, ça pourrait être bien. Après, ce qui est intéressant quand tu avais préparé cette expo, c'est aussi, tu t'as insisté sur le caractère assez libre de ce que tu as pu proposer en travaillant avec l'institution. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enjeu de vente, de marchandisation de ce que tu faisais. Et là, tu avais du coup une équipe qui t'accueillait, qui te disait tu peux te saisir de cet espace en ayant cette approche, en effet, issue de ta pratique de rue. Et tu peux, merci, et tu peux vraiment développer aussi un récit à ta guise. Ça, c'était quelque chose qui était aussi nouveau pour toi. Complètement, puis surtout qui était un petit peu la raison pour laquelle j'avais jamais été en galerie aussi. La forme du marché de l'art, moi je trouve ça hyper dur parce qu'en effet, il faut déjà répondre à des attentes commerciales. Donc ça, c'est un enjeu que je trouve, pour moi, est hyper difficile. C'est-à-dire que de mettre cette donnée-là dans la création, quand je fais quelque chose, de me dire en plus il va falloir que ça se vende, c'est complètement... là, j'arrête, quoi. Je fais bon, ça va pas être possible. Donc je trouve que les artistes qui arrivent à faire ça, qui arrivent à être en galerie, par exemple, déjà, il faut déjà avoir c'est une forme particulière qui, moi, me terrifie, par exemple. Et en plus, qui me terrifie ou qui m'ennuie profondément, pour pas dire un gros mot. C'est-à-dire que donc c'était aussi pour ça que j'avais jamais trop tenté. Bon, j'avais quand même fait des expos avec des potes, j'avais quand même fait 3-4 toiles, des trucs plutôt dans des squats, des trucs plutôt cool, quoi. C'est-à-dire où justement il n'y avait pas d'enjeux commerciaux. C'est-à-dire de l'expo plus festive que avec une démarche de vente, quoi. Et en effet, en découvrant le musée, puisque moi j'avais jamais, en fait, comme ça m'était franchement, ça m'était jamais ça m'avait jamais traversé l'esprit que je puisse exposer dans un musée, puisque pour moi c'était complètement dehors de mon champ, quoi. Puisque je suis dehors. Pour moi, j'avais comme option, en gros, c'était la galerie ou les bailleurs et l'institution plus locale, quoi. Voilà. Donc déjà, c'était une proposition complètement surprenante, en fait, et c'est vrai que le musée, ce qui est génial, c'est que après peut-être pas tous les musées, je pense pas. Je pense que c'est aussi lié à Susanna et comment est-ce qu'elle travaille dans ce musée-là particulièrement. Mais en effet, tout d'un coup, tout est possible puisqu'on n'a pas besoin de vendre. Il n'y a pas du tout cette donnée-là. On a une liberté totale de faire des objets qui vont être, qui vont pas d'enjeu, en fait, à part de s'exprimer, en fait. Et on peut faire des installs qui vont être éphémères. Ça aussi, c'est un truc qui était important pour moi parce que j'avais, par exemple, les céramiques que vous voyez là sur la photo. Ici, là, donc on a fait ce projet. Là, c'est une des salles de Panichrome. Et donc, c'est un rail de cocaïne dans une salle miroir. Et c'est cette cocaïne qui est aussi un cairn. Donc, c'est à moitié une tombe, à moitié mais bon, qui est sur l'histoire de la fête et du lâcher-prise. On a fait donc 1800 étoiles en céramique avec des céramistes de Nancy. Et là, en fait, je suis en train de faire avec les mêmes céramiques une œuvre qui est au musée de l'immigration. Et donc, par exemple, ces formes-là qui pour moi me plaisent énormément, de pouvoir faire une chose avec un médium, en refaire une autre, quelque chose qui va devenir pour moi super plastique, en fait.
Et une œuvre qui est pas forcément vendable en galerie, mais qui est une installation invendable, dans un lieu je pense. institutionnel. Enfin, j'en sais rien, mais je sais pas si c'est vendable ou pas. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'existe plus. C'est ça surtout que je veux te dire, c'est que ce rail de cocaïne sur le miroir n'existe plus. Et maintenant, il est devenu autre chose. C'est de la poussière d'étoile. Maintenant, il est devenu une lame mince au mur du palais de la Porte Dorée. Ça, on va en parler dans quelques instants. Quand tu étais intervenu en 2024 à Nancy, tu es aussi quand même sorti dans l'espace public pour proposer une œuvre dans le parcours ADN, Art dans Nancy. Oui. Alors j'ai trouvé une photo, mais oh, vraiment une toute petite photo sur le site de la ville t'as pas la plaque de Nancy. Et non, je n'ai pas trouvé le reste. Mais Cécile, tu devrais me demander, j'aurais pu t'envoyer au moins une photo de la plaque d'égout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu en quelques mots sur ton intervention dans l'espace public à Nancy l'année dernière? Mais oui, carrément. Le pèlerinage du Turfu. Donc ça aussi, ça faisait partie d'Egotarium, puisque Egotarium, c'était l'idée comme ça qu'on allait faire plein de formes aussi. On a aussi fait un autre truc à Vendeuvre là-haut. Et donc le pèlerinage du Turfu, c'était un peu parce que donc une partie de mon travail quand même est sur l'idée de marcher, parce que je pense que un des trucs basiques du graffiti, ce qui réunit beaucoup de gens dans le graffiti, c'est la marche en fait. Le besoin d'être dehors et d'occuper l'espace public. En tout cas pour moi, je me suis mis à faire ça parce que j'avais besoin d'être dehors et j'avais besoin de marcher en fait. Et en ville, quand on est une nana, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut trouver une activité. Donc il y avait plein de gars qui faisaient du graffiti. Je fais c'est super, je vais aller avec vous. Et donc en gros, je me suis mis moi comme ça à marcher quoi, à pouvoir l'occuper en fait. C'est une bonne excuse le graffiti. Et donc je fais comme ça plein je fais aussi des cartes pour marcher. Enfin je fais voilà. Et là donc avec Susanna on se dit mais on devrait faire un pèlerinage laïque, un pèlerinage. Pour réenclencher cette idée que les gens, en fait, maintenant perdent un peu le lien avec justement cette lenteur de la marche, cette façon de déambuler dans l'espace public et de l'occuper. Et donc, c'est une excuse pour l'occuper. Donc là, on va de la place Stanislas jusqu'à la Meurthe. En suivant, en fait, donc des plaques d'égout et des étoiles qui sont faites aussi en fonte par la PAM, puisqu'en plus, on a quand même trop la classe de pouvoir bosser avec la PAM. C'est-à-dire qu'on a pu faire des plaques d'égout dessinées par mois. La PAM, ce que c'est Pont-à-Mousson, donc c'est les rois de la fonte ductile, les rois de la plaque d'égout. Et des tuyaux. Mais en gros, franchement, quand on fait du... On est tous fans de plaques d'égout, en fait. C'est un espèce de truc, tu vois. Donc là, carrément, on peut en fabriquer, quoi. Et donc, tu suis ce parcours et tu arrives à une fausse grotte. Et donc, tu es censé faire un vœu, tu vois. Donc ça réactive ces trucs très humains d'aller jeter des pièces quelque part ou d'accrocher des machins, moi qui me fait marrer et qui est, je pense, en fait quelque chose sur lequel il faut s'appuyer, quoi. C'est-à-dire cette espèce de besoin de sacré qu'on a tous et qui pourrait servir à la bonne cause. Et là, en l'occurrence, c'est l'égalité entre les sexes et donc la fin du patriarcat dans l'histoire. Ces pièces-là, on peut encore les voir dans Nancy ? Bien sûr, ouais, c'est encore en place. Ouais. L'idée, c'est que après, c'est en place, c'est pour toute la vie. Et que dans 1000 ans, des gens découvrent ce truc et se posent des questions. L'archéologie étant une petite obsession d'Aletheia. Ils diraient, ouais, dans les années 2020, ils faisaient des pèlerinages. À des saints abscons. Avec des saints chelous, ouais. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, avec ce médium-là, c'est aussi sa pérennité, parce qu'il y a aussi la problématique parfois dans les projets d'art urbain de on y met une fin, est-ce qu'on doit restaurer. Enfin, il y a vraiment des problématiques avec les villes, notamment, qui nous questionnent beaucoup sur ces enjeux-là dans le temps. Et puis là, on est sur un médium qui permet aussi finalement de rester dans le temps. Là, c'est super pérenne. T'imagines une plaque d'égout, c'est bon. Je pense que les clous là qu'on a fait, ce qui est en photo, c'est des petits clous en fonte qui sont dans le trottoir. Ça, je pense que. Mais la plaque d'égout qui est sur les bouches d'égout, c'est indestructible en fait. Donc, ouais. Il faut baisser les yeux quand on marche à Nancy, ouais. Même si c'est très beau sur les murs aussi. Elles sont blanches, alors on les voit bien.
Et donc, de l'ABF qui a peint une en marron ou pas? Pour suivre le fil un petit peu de ces enjeux d'exposition que tu expérimentes aussi depuis 2024 et encore cette année, je voulais qu'on parle en quelques mots de cette exposition Banlieue chérie qui va ouvrir ses portes donc, le 11 avril, donc très très prochainement. À la Porte Dorée de Paris et donc alors j'ai pris ça du dossier de presse, une immersion artistique au cœur de l'histoire des banlieues pour dépasser les clichés. Et donc vous êtes plusieurs co-commissaires de cette exposition. Donc là on est encore sur autre chose, on est sur une thématique qui t'est chère. Donc est-ce que tu peux nous dire en quoi elle t'est chère et comment ça s'est passé aussi ce co-commissariat, comment il s'est structuré autour de cette expo-là? Encore une fois, c'est de la faute de Susanna. Qui donc voilà, donc en effet la banlieue c'est fait partie de mon travail vraiment de manière intrinsèque puisque en 2007 j'étais à Paris à la Forge de Belleville avec donc les VAO dans ce milieu du graffiti et je me suis ennuyée très fort soudainement et j'ai décidé d'aller installer mon atelier en banlieue, dans la Grande Borne, à Grigny. Parce que je me suis retrouvée là-bas par hasard, et c'était tellement beau et tellement incroyable, et surtout tellement grand, que je me suis vue complètement pouvoir enfin faire des trucs beaucoup plus grands. Voilà, il y avait aussi cette idée-là. Et donc j'ai passé comme ça 10 ans à la Grande Borne, à bosser, à faire beaucoup de projets avec les habitants, voilà. Et donc à découvrir aussi tout un espèce de milieu en fait de la banlieue qui est aussi un endroit où en fait on s'auto-fait notre culture. C'est-à-dire comme il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de musée, il n'y a pas d'endroit, tu vois, c'est-à-dire que tout ce que tu vas... tout ce que c'est toi qui fabriques des événements culturels. C'est les assos, c'est les gens en fait, puisqu'il n'y a rien. Donc ça, c'était complètement nouveau, tu vois, parce qu'à Paris, on est inondé de lieux culturels. Tu vois, il y a des musées dans toutes les 2 rues. Et donc, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai pu y voir une nouvelle façon de créer de la culture, tu vois, et d'échanger avec les gens, en fait. Bref, et Susanna, en fait, m'a proposé l'année dernière de faire ce co-commissariat avec elle et avec Auria Maclouf, on est 3 co-commissaires, sur cette commande en fait du musée de faire une expo sur les banlieues. La banlieue, ils ont dit, comme ça, paf, le truc. Ok, donc au début, on a envie de courir dans l'autre sens. Parce que c'est casse-gueule à fond. Que c'est au musée de l'histoire de l'immigration, donc 2e truc casse-gueule. Et donc, quand on propose un projet comme ça, tu te dis, on va se prendre des cailloux et on va se faire troller. Donc ça, voilà. Bon, après, on a décidé d'y aller quand même, parce que on est des battantes et des inconscientes, sans doute. Et donc, du coup, et là, moi, c'est un nouveau boulot pour moi, le commissariat. Heureusement, c'est quand même Susanna qui le fait, en fait. Mais non, je rigole un peu parce qu'il y a tout un aspect extrêmement institutionnel, aussi de réunions, de trucs écrits, de choses qui moi m'ont un peu dépassé. Mais par contre, dans tout ce qui est dit dedans et tous les artistes qu'on a pu exposer, toute cette démarche d'y réfléchir ensemble, de travailler avec des équipes hallucinantes, parce qu'au musée, c'est des équipes formidables en fait, des gens qui bossent et qui sont super forts. Et non, c'est une aventure un peu incroyable, et c'est vrai que ça ouvre dans 2 jours. Là, on vient de finir tout l'accrochage. Moi, je suis trop contente, je suis impressionnée, voilà. Et donc c'est un parcours qui présentera des photographies, mais aussi des œuvres. Toi, tu as eu une commande dans le cadre de cette expo-là. Ouais, moi j'ai eu une commande, mais il y a 160 œuvres. C'est un truc, c'est quand même des gros expos. Le Musée national de l'histoire de l'immigration, c'est énorme en fait. Je sais pas, le truc il fait combien, 900 mètres carrés?
Non, l'expo. quelque chose comme 900 000 mètres carrés. C'est hyper, enfin voilà. Donc après, c'est hyper intéressant. On a dû, voilà, faire de la scéno. On avait des scénographes. Enfin, c'est passionnant parce que moi, j'ai appris 2000 choses. L'idée, si tu veux, c'est de parler des banlieues, non pas justement ni à travers un truc historique dur, ni médiatique, mais de reprendre, si tu veux, un axe par les œuvres d'art. C'est-à-dire on le raconte au travers des œuvres. Ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment l'enjeu du truc, quoi. C'est de sortir de l'historicité chronologique et de pouvoir plutôt parler de ses représentations, plutôt de parler de sa poésie, pour essayer de vraiment remplacer, si tu veux, l'image médiatique vraiment nulle et violente qu'on a des banlieues par ce qu'elle est vraiment, et aussi dans sa banalité, dans son intimité et dans sa poésie et sa beauté. En tout cas, Banlieue chérie, on voit qu'il y a un attachement profond. Donc le titre. Oui, parce que moi je suis la reine des titres, t'as vu? Égotarium, Banlieue chérie, bah. Oui, le titre, il est signé à Aletheia depuis le départ. Voilà, j'adore les titres, moi. Et les gens, ils font les titres à la fin, mais moi je fais les titres au début. Comme ça, après, je suis calée. Ce qui est très pratique, oui, ça donne un programme. Finalement, oui. Hein? Donc ça, c'est une expo qui ouvrira, en tout cas très prochainement, qu'on pourra découvrir. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas sur ce parcours, c'est comment on change de casquette et comment on se retrouve en effet commissaire d'une expo. Là où on s'y attend pas forcément, et on apprend en fait en faisant ce métier-là avec des équipes techniques. Mais après, moi, j'apprends en faisant depuis tout le temps. C'est aussi le truc d'être autodidacte, d'être un peu de ces gens un peu voilà, transversaux depuis le début. Puis moi, j'ai bossé pendant 20 ans. J'étais monteuse image aussi. Donc moi, j'ai quand même aussi toute cette habitude de bosser, de changer de projet, de devoir me réadapter. Et je crois que c'est aussi parce que j'ai cette plasticité-là. Parce que j'ai fait le grand écart à 15 ans. Donc je fais beaucoup de GRS. Donc peut-être en poursuivant ce grand écart-là, on va entendre Gaëlle. Donc merci Aletheia pour ce retour sur quelques projets récents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi voir que vous avez vraiment tous des statuts très pluriels. Et donc toi, Gaëlle, tu es à la fois directeur artistique, tu es artiste plasticien, donc tu as vraiment des visions qui s'entrecroisent. Et là, l'idée, c'était aussi de pouvoir revenir un peu sur quelques projets phares de ton parcours, sachant que tu m'avais expliqué un petit peu en préparant cette table ronde que toi, tu avais toujours peint et dessiné et que tu avais aussi beaucoup voyagé et qu'au travers de tes voyages en Inde notamment, tu t'étais vraiment questionné sur l'enjeu par rapport à la transmission culturelle, par rapport à ce qu'on peut faire dans la rue pour les autres, le graffiti étant quelque chose que tu observes beaucoup. Et donc au fil des années, tu as voulu aussi te rapprocher des artistes, des autres artistes. Et donc tu es allé toquer au départ à la porte de Mehdi Benchek, qui est donc directeur et fondateur de la galerie Itinérance. Ça, c'était, je crois, en 2011. Et tu l'as assisté en fait en tant que bras droit, notamment en 2013, dans le cadre de ce projet-là, qui est quand même un moment un peu charnière, en tout cas sur la ville de Paris, à une époque où l'art urbain commence à être visibilisé, médiatisé, à s'institutionnaliser. Et là, on est sur un projet vraiment de grande envergure, sur un lieu transitoire avec beaucoup d'artistes qui, pour la première fois, parfois s'exposer à la vue de tous, avec un succès populaire énorme, au-delà des espérances de Mehdi et de toi. Est-ce que tu peux du coup nous revenir un peu sur ce projet-là et nous dire un peu quel a été ton rôle dans la Tour 13? La Tour 13, c'est l'idée... Ça marche, ouais. C'est l'idée folle de Mehdi à l'origine. Il faut bien mettre près du... Je l'approche plus, je le colle carrément. C'est une idée de Mehdi à l'origine, donc voilà, qui avait déjà des ambitions gigantesques pour ce milieu qui n'était pas encore si ambitieux dans l'institution, en tout cas dans la partie galerie, qui était surtout expo classique. Donc lui, il avait déjà cette envie de réunir 100 artistes de façon méga expo. Non, c'est Mehdi qui avait déjà cette ambition pour l'art urbain, de faire des grands murs. Il a déjà fait un grand mur dans le 13e avec Shepard en 2012. L'idée de faire des murales, c'est lui par exemple qui avait fait la première intervention sur la tour, les gouttes oranges, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il y avait une intervention de fait, c'était pas un artiste, c'était Mehdi déjà qui avait pris le bâtiment de l'extérieur 6 mois avant qu'on puisse rentrer dans les lieux, sans même savoir qu'on pouvait avoir le lieu. C'était un travail en côte à côte avec le maire du 13e, qui était le bailleur, le président de la CEMAPA, qui est le bailleur social de la SNCF. Donc c'était déjà un projet politique,
du 13e arrondissement. Non, ouais, donc très beau projet de Mehdi, grosse ambition pour l'époque, et un projet ambitieux pour les artistes aussi qui n'étaient pas habitués à intervenir sur des formats fermés, 3D. C'était surtout du mur qu'on voyait à cette époque-là, ou de l'intervention urbaine, type Jenkins ou Banksy, pour citer que. Et donc ouais, un très beau projet. Je ne sais pas quoi en dire de plus à part que c'était un endroit de rencontre, que certaines personnes ici comme Legs ont vécu à 100% et qui est sûrement une des seules personnes qui l'a vu tous les jours, ce projet. Moi, j'étais le gardien des clés du lieu, j'habitais dedans, je recevais les artistes, j'étais le seul référent pour ces 100 artistes à intervenir. Donc, pas mal de taf, un an de résidence. Dans le secret des artistes parisiens, on ne voulait pas que le monde de Paris, le graffiti parisien, sache ce qui se passe dans ce bâtiment. Ça a fuité à la fin, mais on a quand même réussi à tenir le lieu. On faisait le gardien de but pour pas que les gens rentrent et viennent tout casser, ou voilà, par jalousie ou quoi. On a eu d'autres soucis avec des histoires de squat et tout, mais en tout cas, on voulait que ça soit un projet secret qui arrive comme une surprise dans le milieu parisien. Il y a eu au même moment, il y a eu les bains-douches de Magda Denise, qui avait déjà un peu amorcé les expositions in situ dans des lieux en friche, quoi, sur Paris, mais qui n'étaient pas visibles au public. Donc je pense que nous, on a aussi récupéré ce fait que l'engouement était là, mais le public n'était pas encore invité à visiter ces lieux-là. Et du jour au lendemain, c'est devenu un succès assez impressionnant pour nous. En tout cas, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à une expo comme toutes les autres, avec 20 personnes à l'entrée qui attendent, et puis voilà, quoi. Mais non, c'était des heures de queue dès le premier jour. C'était des heures et des heures de queue pour découvrir ce lieu-là. Et comment toi, tu expliques en fait ce succès populaire de la Tour 13 ? Je pense que c'est la période. 2012, c'était le film de Banksy, Faites le mur, qui a fait le tour du monde et qui a quand même mis en avant cette pratique. Donc il y avait tout un engouement, puis bon, les enchères commençaient à se créer, les prix montaient. C'était une sorte de nouvelle vague mode un peu, qu'il y a eu dans les années 80, mais qui revenait en 2010, où c'était un peu la ruée vers l'or pour les artistes aussi, d'une certaine façon, d'aller vers ce milieu-là. Bon, on sait qu'aujourd'hui, c'était qu'une ruée et il n'y avait pas d'or au bout. Mais comment dire que, ouais, c'est un projet qui était au bon endroit au bon moment. Sûrement. Le même aujourd'hui, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'impact. Enfin, on voit, de toute façon, tous les projets qui se font dans le même genre d'installation, de peinture, simplement, ça n'a plus le même impact, quoi. Alors ça a quand même encore urbain. beaucoup de succès. Hein. Enfin, en tout cas, on pense à l'Essentiel porté par Artazoï, on peut penser à Dédale, à Vannes, ou même Transition à Abbeville. On a aussi des publics région, qui peut-être découvrent aussi pour la première fois ces projets-là. Peut-être à Paris, c'est plus connu. Et nous, ce qui a fait la force, c'est qu'on avait une super communiqué de presse, enfin une super agente qui a géré toute la partie relations presse. On a eu Canal+ qui a suivi, France Télévisions. Donc il y avait déjà tout un engrenage aussi communication autour du projet. Et on s'essaye pas pour rien, quoi. Enfin, sans ça, on n'aurait pas eu ce public, on n'aurait pas eu cette com. Et puis tout le milieu politique, tous les gens de Paris venaient vers le projet, donc ça a parlé très vite. Ouais. Donc là, il y a en effet un ajout d'attractivité territoriale hein, aussi. C'est ce que disait tout à l'heure l'élu de la ville de Nancy pour la mairie du 13e. C'était aussi une manière de faire venir des publics dans un quartier où l'offre institutionnelle muséale était peu présente en fait. Donc ça a été aussi un pari sur quelque chose qui se médiatisait à l'époque et qui existe encore. Alors je vous l'ai mis parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis tombée sur tour13.art qui est le site internet où on peut faire la visite en 3D de ce lieu hein, qui a été détruit. Donc c'est aussi ça l'enjeu quand on a des publics qui viennent voir, c'est qu'ils savent qu'ils vont être les derniers à voir ces œuvres-là. Ça c'est la nouvelle version parce que j'avais Et donc pas c'est vu, la nouvelle version avec quand même cette dame avec une bonasse, ouais. Très stéréotypée qui vous accueille. Donc moi je suis tombée des nues. Hein. Je suis tombée des nues en... Donc c'est une espèce d'intelligence artificielle qui vous accueille dans la tour 13. Je vais retourner du coup. Alors elle est que là, elle dit 2 mots et après elle parle plus. Mais voilà, en tout cas, c'était pour signifier aussi que ça a été documenté. C'était un des premiers événements qui a été documenté par Google Museum en fait. À cette période-là, je crois qu'ils avaient fait le Louvre et 2-3 expos de galeries, mais c'est la seule exposition en tout cas d'art urbain qui avait en 2013 qui a été documentée. Donc, ce projet-là, il t'a aussi permis de rencontrer beaucoup d'artistes. Hein. C'est aussi, on parle de rencontres depuis tout à l'heure, c'est aussi ça qui se joue quand on pense à des projets institutionnels ou en tout cas légaux et même illégaux d'art urbain. Et une des rencontres clés aussi dans ton parcours, c'est celle avec l'artiste espagnol Gonzalo Borondo, en fin 2012, qui est aussi un artiste issu de l'art urbain et pour lequel tu as travaillé en fait dans le cadre de projets d'exposition et notamment en 2017.
En 2017, à Marseille, il y a eu ce projet avec lui au marché Opus, où il y avait 8 autres artistes qui étaient complices dans ce projet pour ce solo show qui s'appelle Matière Noire et qui a aussi fait date. Moi, il y a des gens qui me parlent de cette expo comme une des premières expos finalement où on montre des artistes qui viennent de la rue, mais qui se jouent des espaces intérieurs en proposant autre chose et en sortant aussi du muralisme prédominant quand on pense notamment à la partie street art. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'origine de ce projet et puis comment ça a été pensé de manière collective avec Borondo ? Alors, à l'origine, je me suis retrouvé au marché Opus. Le marché Opus, c'est un quartier que j'affectionne particulièrement, parce que mon père vivait dans ce quartier-là. Donc j'ai grandi au marché Opus, je passais mes week-ends là-bas. Et un jour, Inti, un artiste chilien, était invité pour y peindre. Et il m'a dit, je sais que c'est ton quartier, est-ce que tu veux venir peindre avec moi ? On passe la semaine là-bas. Donc je me retrouve au marché Opus avec lui. Il y avait déjà un projet de mural dans le marché, plus des petites ventes dans des kiosques, avec différents artistes d'art urbain de cette époque-là. Il y a eu une 9e, il y a eu plusieurs artistes qui sont passés. Bref. Et en arrivant là-bas, les gens du festival, donc c'était Stéphane de Calmel et la Galerie Saint-Laurent à l'origine, ont vu mon engouement pour le quartier, ont proposé de prendre la suite du festival dans l'intention de faire du mural. Sauf que moi, je sortais de 5 ans de mural dans le 13e, et j'étais arrivé à écœurement de ce modèle en fait, de communication, je dirais. Voilà. Donc j'aurais dit tout de suite, moi ce que je vois dans votre lieu, c'est une exposition grand format. À l'origine, c'était une exposition et une installation gigantesque avec Eduardo Tresoldi qui est un artiste italien qui fait des structures métalliques. On avait prévu de faire une sorte de palais romain par-dessus le bâtiment des Puces, qui est un bâtiment énorme de 4000 m². Bon, on a tout de suite vu que les budgets ne correspondaient pas à ça. Par contre, voilà. Dans la réflexion, il y avait une expo solo à y faire, et pour moi, à cette époque-là, parmi tous les artistes que j'avais rencontrés, il y en avait un qui était capable de relever le défi, c'était Gonzalo, avec son univers foisonnant. Donc voilà, donc j'ai fait visiter le lieu à Gonzalo, il est tombé amoureux du lieu, et à ce moment-là, il a décidé de former une équipe pour monter le projet. Donc on a mis 1 an de résidence dans ce lieu. L'équipe, c'était Gonzalo, qui est appelée Carmen Main, qui est une artiste plasticienne de Madrid, qui, elle, sortait de plusieurs années de tournage sur Game of Thrones, sur Régie Plateau, donc elle avait déjà une vision de technique de comment organiser une équipe. Et on a tout de suite vu ce projet comme un film, en fait. On était organisé comme si on préparait une production cinéma. Voilà, on a passé 1 an 6 mois vraiment dans les puces à 3, à fouiller, à ramasser toutes les archives, ramasser justement la matière noire de ce lieu, c'est-à-dire les photos, les Super 8, les diapos, enfin tout ce qui avait de la mémoire encore, tout ce qu'on pouvait trouver dans les... Pour ceux qui connaissent ce quartier, c'est un quartier où il y a des montagnes de déchets et il suffit de se pencher pour... on appelle ça le jardin de la culture, il y a des vinyles, des livres, des photos de famille, enfin beaucoup de matière. Au début, l'expo devait s'appeler Sacrifices. On a pris conscience que beaucoup de gens qui étaient présents dans ce quartier avaient fait des sacrifices pour y arriver. Et Massa Alia, qui est le nom de Marseille, vient du mot sacrifice aussi. Donc on était tout de suite parti dans ça. Et petit à petit, ça a dérivé vers Matière Noire, parce qu'on a voulu élargir le sujet aussi à l'invisible, et au présent et à l'invisible. Donc voilà, on est parti sur une 15aine d'installations qui traçaient, en 3 thèmes, qui traçaient cette relation à la matière noire. Et donc voilà, on peut en voir quelques exos. C'est l'entrée de l'expo, donc à travers des vidéos, d'animation. Et voilà, la force de Gonzalo Borondo, pour le résumer vite fait, c'est que c'est toujours un artiste, depuis ses débuts, ses premières expos, même solo à Londres, Animal, il s'est toujours entouré d'autres artistes pour le compléter. Donc Carmen Main en particulier, qui avait cette vision poétique, cinéma, qui filmait tout déjà à la Super 8 pour archiver. Et Despina Charitoni, qui est une artiste plasticienne et conceptuelle grecque, qui elle avait une vision beaucoup plus concept que Gonzalo, qui est dans une pratique brute de la peinture, qui vient de la rue, qui est vraiment un amoureux de la peinture, qui a fait toutes ses écoles dans la peinture. Et il s'est toujours entouré de ces gens-là pour compléter son travail et l'amener plus loin. Et voilà. Dans cette expo, il y avait avant tout Carmen Main, et il a invité 8 autres artistes à le rejoindre, donc des cinéastes, des sculpteurs, et Eduardo Tresoldi. Oui, c'était des profils vraiment très, très variés. Oui. C'était peut-être ça aussi qui était intéressant, c'était de sortir de son lieu de la rue, de là où il peint, pour venir proposer autre chose, mais en étant aussi dans une espèce de synergie collective. Chez Gonzalo, il y a toujours eu un rejet de l'art urbain. Par exemple, il était invité à la Tour 13, et lui, dès le début, il m'a dit « Ah, ça va être de la merde, je participe pas à ça ». Et donc il a refusé de le faire. Il a déjà cette vision de ne faut pas se noyer dans la masse si tu as un vrai sujet. Et donc voilà, il a toujours été chercher des artistes qui n'étaient pas forcément urbains. Là, il y avait juste Isaac Cordal qui était vraiment artiste urbain pour le coup dans cette expo avec lui. Et donc il a toujours cette vision, lui, ses idoles, c'est pas les artistes d'art urbain, c'est les artistes d'art contemporain, et cette éducation-là aussi. Donc bien sûr, il y a des Pino Ernest comme référence, des gens qui l'ont influencé, mais on était déjà
détaché de cette mouvance post-graffiti en fait, qui nous a inspiré à l'adolescence en réalité, mais voilà, là c'était 2016-2017, on était déjà arrivé à un stade, voilà, on a certaines limites d'atteinte peut-être pour lui dans ce milieu-là. Donc il a toujours voulu aller plus loin et chercher à faire de l'installation, voilà, des choses un peu conceptuelles. Tu cites Ernest Pignon-Ernest, c'est vrai qu'on a un caractère très sombre en fait, matière noire, voilà. C'est là où les gens se trompent, c'est qu'on confond souvent le sombre et la lumière. Je crois que ces artistes-là qui ont l'air sombres souvent cherchent la lumière, alors que voilà, pour moi quelque chose de sombre, de glauque, ça va être une esthétique satanique, gothique, des crânes, des roses. Là on est vraiment dans de la beauté pure, je pense, dans l'illusion du sombre, mais c'est toujours un rapport à la lumière. D'ailleurs, beaucoup des œuvres sont en lien avec la lumière, la projection. Et pour moi, les artistes qu'on trouve souvent sont bien plus lumineux que ce qu'on imagine. C'est ce que je recherche, moi, chez les artistes, c'est ce rapport à la lumière, en fait, à vouloir peut-être aller chercher ce qu'il y a de plus sombre en nous pour en faire quelque chose de lumineux pour le public. Ça c'est intéressant parce qu'on va suivre un petit peu d'autres projets, mais c'est un peu ton fil conducteur. C'est là où voilà, toi tu as un rôle aussi d'accompagnement d'artistes, mais il y a aussi ta propre vision et de ce rapport à la lumière et à l'obscurité. Et encore une fois, et le terme sombre n'est pas péjoratif là-dessus. Non, mais c'est souvent cité, ouais. Voilà, c'était pas l'objectif, mais c'est aussi comment toi, finalement, tu réussis dans ces projets-là à instaurer ta propre patte sans être l'artiste invité, mais que tu influences aussi en collaborant avec ces artistes-là. C'est avant tout le concept qu'on propose. Voilà. Bon, Matière Noire, c'est vraiment un concept qui s'est créé sur la résidence. Donc en arrivant, on ne savait pas du tout ce qu'on y allait y faire. Mais après, par contre, Émancipation, voilà, on m'a proposé un couvent à Marseille qui était un des couvents les plus radicaux de France, avec les victimes du Sacré-Cœur, des femmes qui étaient complètement coupées du monde, avec une relation extérieure assez compliquée, qui sont pas restés à la Belle de Mai, donc la Belle de Mai a changé sur les 20 dernières années, elles sont été vraiment oppressées dans cet endroit-là, donc elles sont parties en Vendée, on s'est retrouvé avec ce couvent où tout avait été désacralisé, brûlé, de façon assez brutale. Elles l'ont pas fait elles-mêmes, elles ont délégué des gens pour le faire, mais ils ont fait un massacre du lieu en réalité. Donc il y avait cette histoire de lieu en changement. Avant tout, je pense qu'une expo, moi ce que je recherche, c'est des lieux qui ont une histoire. Là, le marché Opus, il n'y avait pas cette histoire de lieu, de contexte, on n'a pas fait la même expo. Pareil, le couvent. Et là, c'était l'histoire de l'émancipation d'un lieu, d'un rapport à la culture plutôt qu'à la religion. Et bon, on a fait les œuvres un peu, on s'est fait considérer de sataniste par la Croix à l'époque, et ça, parce qu'on a fait un pendu dans la chapelle principale avec Axel Void, voilà, pour parler de la représentation du Christ et ce genre de choses. Et donc oui, c'est toujours des concepts qui amènent peut-être des questions plus sombres, la mort, voilà. Bon, c'est des questions qui sont pour moi essentielles dans l'art, le rapport à la mort. Pour ça, quand j'ai vu l'installation de Lorca hier, j'étais juste séduit parce que je trouve que c'est une super install qu'elle a proposée ici. Donc ça, c'est l'exposition qui est actuellement au Musée des Beaux-Arts de Nancy, avec un travail sur le cercueil, sur le frigo, et qu'on sur la place de l'artiste en musée, qui parfois décède à l'entrée, quoi. Donc, c'est très bien. Donc ça, c'est encore d'autres vues. Et puis, du coup, Isaac Cordal en bas à gauche, je pense. Ici, voilà, donc quelques exemples. Là-haut. Donc on poursuit dans le temps. Donc 2018, il y a Émancipation, un autre projet encore sur Marseille. Et puis pour finir, en 2023, tu assures la direction artistique en tant que commissaire, on peut le dire, de l'exposition Super Terram qui a été proposée dans le 11e arrondissement de Paris. Vous l'avez peut-être découverte à l'époque. Et c'est un premier temps sur un cycle de 3 chapitres. Et ça, c'est donc un projet qui a été porté avec la Fondation Desperados pour l'art urbain. Et Julie a aussi été partie prenante très fortement dans cette expo. Donc si tu veux, tu pourras compléter. Et là, l'idée, c'était encore une fois d'inviter plusieurs artistes. On est dans une expo collective à venir travailler dans un lieu fermé. Et on a des artistes qui viennent de la rue. Pour les Français, je pense à Seth, à Ipin, même Roti qui est aussi sculpteur, mais qui a fait un projet rapport dans au la contexte. rue. Voilà, on est sur un art contextuel. On est dans une ancienne fabrique industrielle. Et peut-être pour terminer, pour t'entendre, nous dire comment là tu as pensé cette exposition, que veut dire Super Terram, comment tu as choisi les artistes et qu'est-ce qu'ils ont pu proposer dans cette expo-là. Là, c'est un long cheminement en fait qui a commencé sur un autre concept qui s'appelait Gestation. Moi, j'essaie de réfléchir comment proposer aux artistes un moyen de créer au plus proche de la relation qu'ils ont à leur environnement dans la rue, au contexte qu'ils choisissent, la campagne, la rue, on ne sait pas. La recherche aussi de faire une exposition vivante. Gestation, c'était ça à l'origine. C'était une exposition qui, sur plusieurs mois de création, serait en total changement. Du début à la fin, on découvre 2 expositions entre l'ouverture et la fermeture. Bon, on n'a pas pu faire ce projet. Donc je suis parti sur un autre sujet qui était Super Terram. Donc c'était aussi une idée que j'avais
sur la déshumanisation. Un peu un monde parallèle où on aurait imaginé, tout est fictif. Un chemin du désir, donc je ne sais pas si vous voulez situer un peu ce que c'est qu'un chemin du désir, c'est quand on prend un chemin dans la nature et qu'on trace nous-mêmes un chemin que les autres vont suivre. Mais là, c'était plus le chemin du désir vers l'envie plutôt. Donc, c'est-à-dire comment l'humanité, avec ses folies, ses envies, peut arriver à sa propre destruction. Et aussi par tout un rapport à la matière, donc ça commençait sur la lumière, pour ensuite aller vers le minéral. Et petit à petit, on rentrait dans des concepts plus contemporains, jusqu'à arriver sur une installation clairement minimaliste. Bon, il y a tout ce rapport à comment créer un cheminement, travailler sur le temps, la matière, le hors du temps aussi. Et aussi le côté scénographique, parce que j'apporte beaucoup d'importance à quel écrin on donne aux artistes aussi. Donc là, il y avait 40 tonnes de terre, pour situer un peu, c'était des montagnes de terre dans tout le lieu, qui permettaient de créer un lien entre justement ce qu'on raconte, donc c'est-à-dire les arts premiers, la matière première, la terre, et comment aujourd'hui on se dissocie de cette nature, de cette terre qui paraît parfois sale, alors que toute notre vie dépend de la terre en réalité. Donc on a travaillé plein de sujets autour de la terre. Seth, par exemple, qui a travaillé sur Maria Pretashenko, qui était une peintre paysanne ukrainienne, qui, elle, avait déjà travaillé sur le sujet de la guerre, mais qui était très proche de la terre. Donc, on a toutes les installations en rapport plus ou moins à la terre, au vivant, et à comment on se comporte. Et il y avait aussi l'idée de faire des installations qui se dégradent en fonction du passage. Donc c'était aussi cette idée de chemin mal guidé où on vient piétiner sans se rendre compte de nos actions. Donc l'installation de Germain Hippin, par exemple, qui s'appelle Glissement sémantique, se dégradait au passage du public. Donc c'était déjà une installation vivante. C'était un peu un des axes que j'avais donné aux artistes, c'était de pouvoir créer quelque chose qui va évoluer pendant les 2 mois d'exposition. Et ça, c'est aussi très marquant, donc l'aspect dégradé, dégradant, l'éphémérité de l'art dans l'espace public. Est-ce que pour des gens comme Germain, ça a été un défi de venir présenter une expo comme ça? Je dirais pas un défi, je pense que ça a été il a tout de suite eu l'idée, de toute façon. Et Germain, il est hyper productif, il a des idées vraiment géniales à chaque fois. Et non, ça n'a pas été un défi, je pense pas. Là, j'ai pas senti vraiment de défi chez les artistes, que j'ai quand même appelé des artistes où, en général, je travaille avec des gens que je connais, que j'ai déjà rencontrés, donc je suis en confiance et je sais qu'on peut aller au bout d'un projet. En sachant que là, on n'avait que 1 mois de résidence pour créer, donc c'était très court pour 4000 m² de résidence d'exposition. Donc c'était vraiment très short, il fallait être très organisé, être sûr de là où on va avec chacun des artistes. Donc non, il n'y a pas eu vraiment eu. Non, ils étaient sur leurs acquis, je pense pour la plupart, mais ils ont tous étudié le sujet en amont, on a tous discuté pendant 6 mois avant même d'arriver dans le lieu, et tout le monde a essayé de trouver un lien. Après moi, c'était la disposition des artistes qui m'a permis aussi de créer le fil conducteur et raconter l'histoire. Et voilà. Et donc ça, c'est un premier chapitre. L'idée, c'est qu'il y en ait plusieurs. Il y a plein d'idées. Gestation, je compte le faire un jour. C'est une idée. Enfin, je ne veux pas dévoiler le sujet ici parce que je ne veux pas qu'on prenne le projet. Mais bon, après, là, moi, je fais une expo à chaque fois en me disant que c'est la dernière parce qu'en réalité, c'est des projets qui coûtent très cher. Et je ne sais toujours pas qui sera le prochain financeur. J'ai toujours pas de plan pour la prochaine expo. Et je ne crois pas vraiment qu'il y ait d'engouement pour ce genre de projet en réalité parce que c'est aussi des projets peut-être un peu trop conceptuel dans le contexte. Puis, cherche pas à séduire un public large, cherche à parler aussi aux gens qui connaissent ce milieu, qui s'intéressent au travail de ces artistes en amont, parce que là on présente des artistes sur une installation, mais l'intérêt c'est que les gens aillent s'informer sur ce qu'ils font dans la rue ou dans leur pratique en général pour mieux comprendre ce qui s'y passe aussi. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose, on reprend les gens par la main vers un milieu simple, on est sur quelque chose de plus conceptuel. Donc je sais pas, pour le moment, moi chaque expo c'est la dernière. Donc je la vis comme ça. Et l'aboutissement, c'est peut-être le film, d'autres sujets où il y a peut-être plus de moyens pour créer ce genre de projet, en sachant que les institutions en France n'ont pas les moyens de financer ces projets-là. Et le peu de fois où on a eu l'occasion de le faire, comme à Bordeaux par exemple, on s'est retrouvé à un jour du vernissage, on n'avait toujours pas été payé. Donc on a dû proposer de tout casser et partir pour être payé. Donc ce genre de situation, on n'en veut plus. Matière Noire, Gonzalo a fini à 0. Marcy, il a fini à 0 sur son compte en banque. C'est que des projets où tout le monde donne de soi et en fait on n'a pas de gens qui savent comment nous accompagner dans ce genre de projet. Et pour le moment je ne connais pas d'acteurs, en tout cas privés, publics, qui sont capables de se dire ah là il y a un concept, on peut essayer de travailler avec ce genre d'artistes et de concepts. C'est pas à l'ordre du jour en tout cas.
Mais l'art, c'est un travail de long terme, donc j'ai confiance pour la suite. Et donc toi, Julie, tu es aussi intervenue sur Superterram. Quel a été ton rôle pour tout le suivi d'Expo, parce que je crois qu'il a été vraiment très très important. Oui, bonjour déjà à tout le monde. Effectivement, moi je suis plus intervenue sur la partie production, là où je peux coupler Gaëlle, où la problématique que les artistes, et notamment les artistes qui se lancent dans de la direction artistique ou dans la réalisation de projets, c'est l'idée de proposer des projets aux musées, aux institutions ou d'autres financeurs qui ne sont pas encore réalisés et qui vont se créer sur le moment. Généralement, les personnes nous demandent d'avoir des descriptions de projets pour écrire des communiqués de presse, alors même que les artistes ne sont pas venus visiter le lieu et n'ont pas commencé à réfléchir à ce qu'ils vont faire. Il y a toujours une part d'ambition pour les artistes, à savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, mais il y a aussi une part d'inconnu en arrivant dans un lieu, et de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a généralement un fossé et une attente qui est dichotomique entre ce que les artistes veulent vraiment faire, et en étant accompagnés justement par Gaëlle qui cherche de temps en temps, qui aime chercher à les faire s'émanciper de leur pratique dans le quotidien, mais aussi des gens qui les invitent et qui sont les financeurs, à qui, entre guillemets, on doit des comptes, mais pour quelque chose qui n'a pas été encore pensé, parce que c'est de l'in situ, et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu, en fait. Et ça, c'est une problématique pour aller chercher des gens qui financent et qui soutiennent des projets aussi colossaux que des résidences d'artistes, avec des choses qui sont en gestation au quotidien, qui se construisent au quotidien. Pareil, moi, dans mon travail, il y a toute la partie, parce que j'accompagne plus les artistes sur de la production, sur de la réalisation de projets, que ce soit par l'écriture. Il y a toute la partie d'écriture aussi, qui se fait rarement en amont. Et même là, on l'a vu sur Superterram, tu avais aussi des idées. Et il y a des choses qui se sont concrétisées sur le moment, avec Stéphanie Lemoine également, qui a écrit avec toi, et qui l'a fait sur le moment, qui n'aurait jamais pu le faire en amont. Et tout ça, ce cheminement, même la construction de Superterram, c'est un bon exemple parce qu'elle s'est faite vraiment au fur et à mesure que les œuvres naissaient. En réalité, 2 semaines avant l'ouverture, on voyait pas grand-chose de ce qui allait être visible, voire quasiment rien, à part effectivement de la terre, beaucoup de terre. Mais tout ça, ça s'est construit vraiment sur le moment. Et à la fin, même entre nous, il y a une sorte de révélation, quelque chose qui nous a sauté aux yeux en disant, bah voilà, l'histoire de cette humanité justement, qui à travers l'envie chute par elle-même. On savait qu'elle allait être là, mais on la voyait pas tant que c'était pas né en fait. Et les choses se sont faites vraiment sur le moment. Et ça, mon métier justement, c'est aussi d'essayer d'accompagner les artistes ou les commissaires d'exposition à proposer des choses aux institutions, aux musées, aux différents types de financeurs qui ne sont pas visibles et dont on ne peut pas parler en amont en fait, tout simplement. Moi, je trouve vraiment intéressant ton parcours parce que tu as vraiment vu beaucoup de choses dans ce milieu-là et travaillé avec beaucoup de gens différents. Et il y a un recul dans ta manière d'analyser ces enjeux-là que je trouve vraiment hyper pertinent. Quand on a préparé cette table ronde, toi, tu m'as un petit peu raconté tes débuts qui étaient vraiment via le marché de l'art, via la galerie, notamment chez Magda Danis et avec le galeriste aussi Vincent Tiersin, qui était anciennement la galerie Art and Craft. Et là, on est donc sur des lieux fermés, sur des œuvres souvent mobilières, enfin mobiles, des 2D, des toiles. On a cette ambiguïté du terme galerie de street art. Quand on avait fait l'étude en 2019, on avait quand même, nous, recensé 110 galeries qui se disaient galeries street art en France. Mais c'est vrai qu'on est sur des pratiques, avec certes des artistes qui viennent de la rue pour certains, mais on est dans autre chose que dans l'espace public et que dans un art vraiment contextuel. Donc toi, tu as vraiment commencé via ce parcours-là, mais qui a été aussi formateur, c'est ce que tu m'expliquais. Quand on travaille dans la galerie, eh bien, on rencontre aussi les artistes et on réfléchit comment on peut transmettre aussi des parcours. Et c'est aussi le cas avec le 9e Concept, qui est un collectif pour lequel tu travailles. Il y a cet enjeu aussi de faire connaître et de savoir raconter ces parcours d'artistes et la manière dont ils appréhendent des lieux d'exposition et des projets dans l'espace public. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce parcours-là et cette évolution qui amène à ce que tu écrives maintenant pour le 9e Concept ?
Oui, effectivement, la galerie, moi je connaissais pas spécialement d'artistes, je viens pas mes parents sont pas artistes ou ne travaillent pas dans le milieu de l'art, donc c'était une opportunité pour moi. J'ai vraiment fait une demande de stage chez Magda et j'ai été prise parce que ça s'est bien passé. À l'époque, Sophie Duhamel, qui était la collaboratrice du Magda, je me suis très bien entendue tout de suite avec elle et ça a matché comme ça, c'est vraiment de l'ordre de l'humain. Effectivement, en galerie, j'ai tout de suite compris ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les artistes ne donnent pas la même énergie dans des toiles qu'ils font à destination de la vente et des projets qu'ils font pour eux ou entre artistes, ça n'a rien à voir. L'énergie est souvent... même eux, ils savent pas vraiment l'expliquer en fait. C'est très bloquant, c'est très stressant. Ils sont parfois même pas fiers de ce qu'ils font. Hein. J'entends pas mal d'artistes en galerie en disant ouais bon là l'expo elle est pas dingue, mais bon fallait faire pour manger. Il y a ce truc là. Donc très rapidement en fait, je me suis dit j'ai envie d'aller voir de l'autre côté de la barrière et plutôt ce qui m'intéresse c'est puisque le soutien à la création, c'est l'accompagnement à la création sur de l'écriture, sur d'autres choses. Voilà, moi je me mets un peu en extérieur où j'essaie de recroiser un peu tout ce que j'entends et d'apporter des nuances parfois dans ce que j'entends et un soutien à l'écriture. Donc la galerie, oui, c'était assez rapide. Ensuite, avec Vincent Tirsin, effectivement, j'ai travaillé 3 ans avec lui. C'était plutôt aussi pour complémenter un travail que je faisais au 9e. 9e, ça fait 10 ans cette année que j'ai commencé à travailler avec eux. Au début, il y avait déjà une chef de projet qui était attitrée, donc j'étais en mi-temps. Il fallait que je complète un mi-temps également, donc ça s'est fait un peu comme ça. Mais dès que j'ai eu l'opportunité effectivement de m'en détacher, je l'ai fait parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie. J'ai travaillé pendant 2 ans aussi avec Gilbert Petit ou Gilbert Mazout qui lui a une structure associative. Là c'était encore d'autres projets justement, c'était travailler avec les écoles, avec les villes et aller remplir des demandes de financement, de subventions pardon. Et ça c'est encore un autre travail qui est assez complexe et dans lesquels effectivement les artistes sont en attente d'accompagnement. Ouais. Et donc pour le 9e concept, il y a eu donc quand même, hein, on est sur un anniversaire de 30 ans, hein, donc on est quand même là sur une certaine ancienneté de pratiquants de l'art dans l'espace public. Et puis on voulait revenir aussi sur ce beau projet-là, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasion d'en discuter, enfin en tout cas en tant que fédération, nous ça nous a interrogés. Là on ressort dans l'espace public, on présente des œuvres in situ sur des blocos, sur une plage, donc un lieu qui n'est plus urbain, mais il y a un rapport au bâti. C'est aussi ça qui se joue quand on nous parle de est-ce que l'art urbain s'invite dans les campagnes, dans les lieux plus désertiques. On dit souvent c'est le rapport au bâti, au support qui devient un lieu d'expression pour les artistes. Et donc toi dans ce projet-là, tu as eu un rôle hyper important. Surtout sur la production, voilà. Donc pour contextualiser un peu, le 9e concept a investi au moment du Covid ils ont revendu, ils avaient un espace dans Paris qu'ils ont revendu pour acheter une maison dans le Médoc, qui est à destination surtout d'une résidence d'artistes pour se retrouver. C'était vraiment l'idée au moment du Covid de pouvoir se retrouver et faire ensemble. Juste à côté, effectivement, il y a une plage où il y a pas que cette plage-là, mais il y en a d'autres où il y a plusieurs blocos bunkers qui sont présents. Et c'est vrai que le bunker, c'est un lieu de prédilection pour n'importe quel artiste urbain qui est génial parce que ça n'appartient à personne en fait, donc on peut rien dire sur cette forme de pratique. Il y a le côté vestige aussi qui est intéressant pour les artistes et donc c'est l'artiste LX1 qui aujourd'hui utilise son vrai nom, Alex Bloch, pour qui je travaille maintenant depuis 2 ans sur plus de l'accompagnement de projets d'écriture, qui en arrivant sur site a vu ces bunkers et s'est dit il y a quelque chose à faire. Lui, son idée à la base, c'était de travailler autour du razzle dazzle, qui est une technique de peinture disruptive qui était utilisée pendant la Première Guerre mondiale pour tromper l'ennemi sur la taille des navires ou son positionnement. Alex fait partie d'un collectif qui s'appelle les AOC, qui réunit plusieurs artistes internationaux. Là, l'idée, c'était de réunir aussi 2 familles dans cette idée de réunion autour d'un sujet justement qui était la guerre qui nous a détruits. On n'a pas beaucoup parlé de la guerre, mais en fait, on sentait cette problématique de guerre en Europe qui allait arriver. Je pense que c'était important dans ce projet-là aussi de montrer que les artistes se réunissent en fait contre certaines choses et notamment sur des supports qui avaient été spécialement conçus pour la guerre et notamment qui étaient les ennemis de la France à l'époque. Et donc il y avait cette réunion qui a été faite et de travailler en duo. Il y avait 4 bunkers qui avaient été choisis et chaque artiste du 9e concept, il y en avait 4 et chaque artiste du DAOC se réunissait en duo pour travailler une œuvre à 4 mains ou à 2 mains, ça dépend avec combien de mains on peint, mais sur un des bunkers. Voilà.
Et donc là, oui, pardon, c'était plutôt la façon de penser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours la question de l'argent. Il y a toujours t'en parlais, il y a toujours une problématique d'argent, d'ambition aussi dans la grandeur des projets. Les gens attendent beaucoup, mais en fin de compte, il n'y a pas forcément l'argent qui est là, ou alors il faut que ce soit les artistes, on en parlait encore hier, qui doivent dépenser. Aujourd'hui, on est dans une structure économique avec un effondrement autour du soutien de la culture qui fait que pas mal d'artistes se retrouvent à payer eux-mêmes de leur poche pour pouvoir faire des choses, voire à attendre des mois avant de récupérer une partie, voire la totalité si c'est possible, mais c'est assez problématique. Et là, c'était l'idée de comment financer un projet, ou l'autofinancer du moins, en capitalisant sur les forces de chacun. Donc un peu une vision un peu communiste. Avec Gaëlle, on en parle souvent de cette idée un peu de revenir à une forme de pensée communiste autour des artistes, c'est-à-dire de se fédérer ensemble pour créer ensemble quelque chose. Là, ce qui s'est passé, c'est d'avoir créé un catalogue avec des œuvres qui avaient été déjà faites, et justement de pallier au fait de créer des nouvelles œuvres pour pouvoir faire quelque chose. Donc chaque artiste a mis en commun 2 œuvres au sein d'un catalogue, et tout là on a créé, enfin on a fait des ventes en amont, et l'idée c'est que tout l'argent qui a été récupéré a été entièrement utilisé pour financer ce projet-là. Donc c'était les artistes eux-mêmes qui étaient producteurs du projet, et c'est quelque chose qu'on aimerait faire de plus en plus. Malheureusement, le système marchand fait qu'on doit passer par des galeries, et ça, les galeries, bon, il y a toujours, bien évidemment, ils ont des loyers à payer, des gens, donc c'est normal que les galeries prennent un pourcentage, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui peut s'installer vraiment dans les galeries, ce type de financement. Mais pour autant, c'est quelque chose qui se retrouve, par exemple, ça c'était une idée en fait que j'avais prise, que j'ai récupérée de la façon dont travaille Prune Nourrie, que j'ai rencontrée à l'époque où je travaillais chez Magda Danis, qui elle justement pour financer l'entièreté de ces projets, qui sont des projets colossaux pour ceux qui connaissent l'artiste Prune Nourrie, qui elle en amont va faire des œuvres qu'elle va vendre pour financer son projet en entier. En fait, généralement, les œuvres ensuite, elles ne sont plus à vendre. C'est des projets d'installation qui sont juste visibles, et il n'y a plus de vente. En fait, la vente, elle l'a fait en avant pour financer un sujet justement qui soit totalement détaché du système marchand. Et ça, c'était aussi l'idée en fait à son contact que j'avais trouvé super, et je trouvais qu'il allait dans le bon sens pour les artistes pour se détacher de cette charge mentale de produire pour vendre et avoir de l'argent, quoi. De toute façon, on entend bien qu'il y a un enjeu, enfin, même nous on le voit, hein, sur la précarité de ce milieu-là, sur l'aspect bricolé, hein, qui est inhérent et qui est très beau, mais quand on veut se professionnaliser, est-ce qu'on y arrive et dans quelles conditions? C'est quand même, il y a encore beaucoup de questions qui se posent là-dessus. J'ai mis à l'écran des exemples d'artistes que tu accompagnes, non pas forcément pour rentrer dans ces projets-là, mais pour souligner le lien entre art urbain, art contemporain, hein, des espèces de paradigmes conceptuels. Hein, voilà, ça a été sociologiquement aussi défini, l'art contemporain. Enfin, on pense à Nathalie Heinisch sur une certaine forme d'art, mais qui n'inclut pas forcément tout le monde. Et ce qui est intéressant avec les artistes urbains, c'est que certains changent de nom quand ils rentrent dans la galerie ou dans l'exposition. C'est le cas donc pour The Blind ou pour LX1, Alex Bloch. Et puis j'en ai trouvé d'autres, en fait. Pierre Huyghe, quand même, qui vient des frères Ripoulin, qui s'appelait Pierrot Cao. On a Mathieu Velvet, Mathieu Pommier. On a Moza, Alexandre Bavard. On change de nom pour être reconnu par d'autres publics. Enfin, est-ce que vous, là, c'est quelque chose que vous observez et comment ça peut se traduire aussi dans les textes, par exemple, que toi tu écris, Julie, pour présenter le parcours de ces artistes-là? Oui, après, je suis peut-être pas forcément la mieux placée pour parler du nom des artistes, ne l'étant pas, mais effectivement, sur The Blind, il a une pratique très vandale, effectivement, qui ne s'associe pas avec son travail aujourd'hui, qui a plutôt vocation à être institutionnel. Il travaille effectivement le graffiti braille, donc pour aveugles, il y a toujours une dimension où il faut que l'autre qui ne connaît pas du moins l'alphabet braille fasse une démarche justement vers l'autre pour comprendre ce que l'artiste veut dire. Ce qui traduit en braille n'est jamais la phrase qui est lisible. C'est toujours et généralement la phrase en braille va un peu plus loin dans l'humour. Lui aussi, tu parlais d'humour tout à l'heure, c'est indispensable dans sa pratique l'humour, et justement en braille il se permet d'aller un peu plus loin dans ce qu'il dit. Alors pas dans cet exemple-là. Là sur ce projet-là, je l'avais juste accompagné sur l'écriture parce que c'était un projet qui lui portait à cœur de créer un mur d'escalade, et c'était aussi dans l'idée que chaque artiste ou chaque personne a des murs à escalader, a des combats
à mener, et parfois on voit les choses qui sont aussi gros comme une montagne. Enfin, c'est ce que dit l'artiste. C'était cette idée-là. Et Alex, effectivement, c'est plus sur son évolution personnelle. Voilà, il a son nom Elix qu'il utilise moins aujourd'hui parce qu'il a moins ce rapport à la rue. Et il a plus tendance aujourd'hui à essayer de travailler autrement. Alex, lui, il est dans une conscience écologique qui fait qu'il aimerait essayer de réduire son impact carbone. Tout à l'heure, Victor parlait du déplacement, les artistes qui se déplacent beaucoup, effectivement, et qui sont invités dans le monde entier. Lui, c'est quelque chose qu'il a tendance à moins vouloir faire. Le projet qu'il mène en ce moment depuis 2 ans au Maroc, c'est un projet de revalorisation des bâtiments qui sont en partie dégradés pour certains, notamment par les toits. Voilà, donc il y a une partie de conservation des toits avant même d'intervenir dessus, de réétanchéité, bon, je ne vais pas réussir à le dire, mais vous m'avez compris. Et il y a aussi l'idée de former sur place des gens aux techniques de peinture murale sans matériel, en fait, sans niveau, sans ce genre de choses, juste au bleu de méthylène ou à la corde, ce genre de choses. Et c'est l'idée de former des gens sur place pour que ensuite les projets se mènent tout seuls, que lui se détache de son sujet et que ce soit les jeunes sur place qui reprennent leur propre quartier et qui aillent dans cette démarche-là, quoi. Est-ce que vous voulez réagir sur cette question du nom, et puis je laisserai après Susanna peut-être prendre la parole pour compléter cette modération. Je veux bien dire quelque chose sur le nom. Je pense que les artistes en général, pas que l'art urbain, on est victime beaucoup se sentent rejetés. Il y a un rapport au rejet qui est assez présent chez les artistes en général par rapport à la société. Et dans l'art urbain, on ressent encore plus face au monde de l'art contemporain. Donc c'est peut-être une forme de peur en fait qui fait qu'aujourd'hui les gens se disent « Ah, si je change de nom, j'aurai plus accès à un milieu contemporain », alors que c'est pas vrai du tout. Futura 2000, qui est peut-être le meilleur représentant de l'art urbain dans le monde contemporain, n'a jamais changé de nom pour s'appeler Lenny et se dire... Donc je pense que c'est de la peur et qu'il faut assumer son nom si on le veut. Bon, c'est sûr que c'est lié à la culture punk, je pense que Poche peut le dire. Tous les Ox, voilà, c'était Oxy, forcément c'était pas des références simples, c'est des références liées à l'alcool, liées à la fête, pas rassurantes peut-être pour le monde de l'art contemporain, bien pensant. Mais moi je pense qu'un artiste d'art urbain doit garder son nom et que c'est pas le nom qui fait que tu rentres pas en musée, c'est la pratique, quoi. Si ton discours est assez fort, assez puissant, quelqu'un viendra te chercher. Mais s'appeler Elix ou Alex Bloch, ça change pas grand-chose sur la pratique. Au final, l'œuvre est la même. Et c'est une question de peur, de rejet. Et je pense que c'est un vrai problème qui n'est pas assez discuté, je pense, sur la forme de perception du rejet chez les artistes face au monde, à la société, et aujourd'hui, artistes urbains face au monde de l'art contemporain. Voilà. Il y a un truc à défendre, je pense, à ce niveau-là. Moi, cette question du nom, moi je trouve que c'est quand même une vieille pratique des artistes aussi, tous les écrivains. Enfin, il y a beaucoup d'écrivains qui avaient des noms de plumes et dans l'art contemporain, il y a plein de gens qui ont des pseudos, quoi. C'est quand même un truc. Moi, je trouve presque traditionnel. C'est vrai qu'on dit tout le temps le blaze, machin, nanana. Et en fait, moi, je trouve que c'est hyper tradi comme truc de prendre un nom de. En fait, ça me fait toujours un peu marrer, quoi. Et du coup, et moi, je l'ai fait avec, en tout cas, beaucoup de joie de pouvoir changer de nom. Et très régulièrement, je me dis, je vais changer de nom et tout. Et en fait, c'est hyper. Je le vis plutôt comme un truc, tu vois, de personnages où tu vas t'autoriser peut-être des trucs que tu t'autorisais pas, ou bien je sais pas, je le vois comme un jeu en fait aussi un peu peut-être de schizo, mais mais un jeu de se retransformer, voilà. Il y a moi un artiste que j'adore qui s'appelle Ernest T. Vous connaissez Ernest T, qui a au moins 4 ou 5 pseudos et qui à chaque fois voilà, qui a même t'as Roupé Glabel par exemple, lui il s'est carrément dit qu'il était un duo d'artistes après, enfin tu vois, j'aime beaucoup bon, et là, je sais pas, il a 90 ans maintenant, Ernest, mais voilà, par exemple, lui il joue beaucoup avec ça et avec moi ça me fait marrer et je trouve que c'est rafraîchissant de changer de nom.
Après, pour l'institution, c'est un peu perturbant parce que dès qu'on doit vous faire des contrats et qu'il y a des blazes, les juristes s'arrachent les cheveux. Mais il s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Et du coup, quand ils mettent le grappin sur le nom de baptême, puisque beaucoup de gens sont encore baptisés dans ce pays, ils commencent à foutre le bordel parce que du coup, il y a des gens qui ne veulent être connus que par leur blaze et du coup, les juristes vont avancer le nom de l'état civil et du coup, ça va fuiter. On a eu des problèmes comme ça et expliquer à l'institution, à l'administration, la notion de nom d'emprunt, de nom de scène, de nom artistique, c'est parfois très compliqué. Donc je me dis, il y a peut-être une question de rejet dans cette manière de se dévêtir du pseudo pour aller sur la scène du White Cube, mais il y a peut-être aussi une question d'adaptation, parce qu'au bout d'un moment, on en a marre. Qu'on te mégenre, ménomme, je suppose qu'il y a quelque chose comme ça. Et puis il y a aussi un embourgeoisement, je pense, de la part d'un certain nombre d'artistes. Être connu par son nom d'état civil, ça peut être aussi une manière d'étaler un ego, je sais pas. C'est un peu une question. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai carrément étalé mon ego de ouf là, cette année. Bah, parce que là t'agis en tant que double identité. La commissaire que tu es, c'est Émilie. L'artiste, c'est Aletheia. Ouais, en tout cas, c'est comme ça que le palais le gère. C'est comme ça qu'on l'a géré, ouais. Mais plus parce que... ouais, c'est vrai, pourquoi on a fait ça, d'ailleurs? Parce que le palais s'est retrouvé là-dedans. Ah bah moi, tu vois, je me souviens même pas. Toi, tu n'y as même pas pensé, mais les gens du Palais de la Porte Dorée, je pense qu'il y a un enjeu juridique. Ouais, c'est possible. C'est vrai que... Et c'est vrai que, bon, bah, c'est pas le même travail aussi, mais il y a la photo aussi, c'est toujours cette histoire... Comment créditer une photo que prend l'artiste de son propre travail? Est-ce qu'on crédite avec le nom de l'état civil ou est-ce que l'on crédite avec le blaze? Mais ils nous prennent Pour vouloir de l'artiste, si on veut assumer un nom d'artiste comme un avatar, comme tu disais, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, même dans la musique, qui choisissent un nom pour pouvoir se permettre de faire des choses qu'ils ne feront pas dans leur vie du quotidien. Donc c'est une dissociation de l'être. Et c'est hyper important pour un artiste de pas justement être dans l'ego, comme vous dites, parce que pour moi, l'ego, c'est ce qui parfois tue les institutions, les artistes. Enfin, on est fait d'ego, donc ça c'est sûr. Et beaucoup d'institutions sont basées sur les égos, des directions, des machins, et des amitiés, tout ça. Mais l'artiste, il doit se détacher de ça pour être pur dans sa création et pour aller plus loin. Et justement, le fait de prendre un avatar, c'est une forme de liberté. Et même l'anonymat. Enfin, faut pas oublier que le graffiti, c'est quand même une culture de l'anonymat à l'origine, bon, qui a disparu, mais plus ou moins, mais qui est quand même présente, et que ce soit une question de genre, d'identité, on n'est pas censé savoir qui est derrière un blaze, et c'est aussi ça qui fait la magie d'un art urbain, c'est que un nom est un nom, c'est une identité qu'on connaît pour le nom, mais par contre, qui est derrière, que ce soit Jean-François ou Marie, on n'a pas besoin de le savoir en fait. Ce qui compte, c'est l'œuvre, et c'est ce qui fait la force du graffiti. Je parlais de cette question d'avatar et de juridique parce qu'on a une petite aventure en cours. Je vous raconterai les détails après sur une adresse à un artiste que l'on fait peindre dans le cadre d'ADN, mais auquel les élus doivent s'adresser officiellement pour lui donner une autorisation. Le casse-tête chinois. Pendant 2 mois, j'essaye d'expliquer aux uns et aux autres, et notamment aux juristes de la métropole, qu'ils peuvent s'adresser à la personne par son blaze, parce que c'est en tant que graffeur qu'il porte ce projet. Mais apparemment, l'acte juridique n'a pas la même force si c'est pas adressé à la personne des papiers. Bref, moi je pense que tout ceci est une affaire de conception de l'identité un peu étriquée, mais on va finir par y arriver. Mais à mon avis, il y a des enjeux symboliques certes, mais des enjeux aussi sur la conception de la personne. Non, moi, ce que je vois souvent passer dans les contrats, c'est il y a le nom effectivement de la personne et ensuite pseudo ou nom d'utilisation ou nom d'usage. Et ensuite, c'est ce nom qu'on utilise et plus le nom d'état civil, en fait. C'est pareil, c'est un peu débile cette question parce que si le nom d'artiste c'était Romain Nicolas, j'en sais rien, ça poserait pas la même question, en fait. C'est juste le fait qu'il ait qu'un mot ou qu'un nom. Mais après, je pense que juste contractuellement, faut juste un peu pousser, je pense, sur les contrats. Il faudrait bordéliser le truc. Il faudrait que vous choisissiez des blases genre Yvain Dupont. Alors que tu t'appelles Charles Dupont. Faut faire proliférer tout ça de manière assez allègre. Mais comme vous dites, ça a causé problème à certains artistes comme Banksy qui refuse de donner son identité. C'est impossible pour lui de se défendre juridiquement pour les vols de concepts d'exposition ou quoi. Il a monté une maison d'édition qui le défend, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait en tant que
je ne donnerai pas son nom, mais de son nom d'identité, s'il l'affirmait, il pourrait aujourd'hui récupérer beaucoup d'argent sur toutes les expos qui sont faites dans son dos, et il le fait pas. Et je pense que c'est aussi un choix de lâcher prise aussi. Quand on oublie son nom, on prend une entité, c'est aussi une forme de lâcher prise, et comme vous dites, ça peut être un collectif derrière un nom, on ne sait pas forcément, ou un homme derrière. Moi j'ai un ami qui s'appelle Larobo de Madela, c'est un artiste chilien, et c'est un homme, mais tout le monde pense que c'est une femme dans la rue. Et ça fait des années qu'il joue avec ça, et c'est aussi la blague, le jeu, le mystère, et qui intervient quand, qui fait quoi, on ne sait pas, donc c'est aussi ce qui fait la force d'un art urbain. Et justement, on parle de nom, du fait de dissocier les identités pour être une chose ou une autre. Ça me permet de revenir à cette question de qu'est-ce que c'est que d'être artiste et curateur ou commissaire. Et est-ce que vous faites des nuances, vas-y la question qui t'angoisse, je sais, est-ce que vous faites des nuances entre commissaire et curateur ou pas? Est-ce que ça change quelque chose? Moi je dirais qu'il y a une vraie... Je veux bien répondre. Pour moi, commissaire et curateur, curateur, c'est l'anglicisme de commissaire. Hein. Tout bonnement, définition de curating, c'est anglicisme de commissaire d'exposition. Pour moi, il y a plutôt une vraie différence entre un commissaire, un programmateur et un directeur artistique. Donc, c'est-à-dire que le commissaire dépend d'une idée qu'on lui propose, un sujet pour une institution ou quoi. Un programmateur, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un concept pour regrouper des artistes, ça peut être juste un mouvement. Et un directeur artistique, c'est quelqu'un qui vient avec un concept et qui amène un concept aux artistes pour une exposition. Donc, moi, c'est les trois différences que je vois, c'est plutôt ça. Est-ce que tu peux reformuler ta question? Est-ce que tu peux la redire? Comment tu triches? Vas-y, recommence. Déjà, est-ce que tu vois une différence dans commissaire et curateur? Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est que d'être artiste et curateur ou artiste et commissaire? D'accord. Non, moi je ne vois pas, excuse-moi, mais je ne vois pas la différence à part que c'est un cours d'anglais et un cours français pour moi, surtout entre curateur et commissaire. Après, moi j'ai adoré être commissaire, ça me fait évidemment rire d'être commissaire, je suis très contente. J'avais un peu envie de me faire presque une étoile de shérif et tout, mais pour l'instant, j'ai du travail encore. Et voilà, après, commissaire, c'est un boulot que j'aurais jamais fait sinon. Franchement, c'est de travailler avec d'autres artistes et donc de les ça dépend quoi. Enfin, c'est très difficile en fait de bosser avec d'autres artistes. Et de bosser, je crois que je sais pas trop en fait. Autant j'adore j'ai adoré, tu vois, réfléchir à la conception de l'exposition, qui va où, qui fait quoi, découvrir un tas de trucs, apprendre plein de choses, ça m'a éclaté. Mais après là, techniquement, par exemple dans le dur où on est avec les artistes et il faut les gérer, ça j'avoue que alors c'est sans doute parce que moi je suis artiste aussi. Parce qu'il faut te gérer aussi, hein. Gérer, voilà. Et donc là, je suis pas bien. Mais j'ai du mal, ouais, ça me fait un peu, voilà. C'est dur d'être. Il y a toute une part émotionnelle avec les artistes qui est fatigante en fait. Voilà. Indeed. Et donc c'est un peu comme si j'ai été destituée de mes privilèges et que maintenant j'étais obligée de gérer des gens. Non, mais voilà, non, je rigole, mais c'est un peu, voilà, c'est pas facile. Et c'est vrai que du coup, j'ai été obligée de faire mon autocritique et de voir de quelle manière, en fait, c'est aussi abyssal un peu un artiste. C'est un être étrange. Mais je m'en étais jamais aperçue avant. Julie, qui en a connu quand même un certain nombre. Non, je rejoins un peu ce que vous avez dit tous les deux. Après, il y a plutôt une différence entre effectivement de la direction artistique où on est plutôt libre de proposer quelque chose qui nous parle ou qui nous ressemble, et de la programmation pour moi qui a plus tendance à être politique parce qu'on répond à une demande d'une ville oui, enfin une politique locale ou de développement ou même sociale en fait. Donc, effectivement, la programmation pour moi c'est plus politique et tandis que la direction artistique c'est plus libre, et effectivement il y a une différence entre si c'est fait par un artiste et si c'est fait par quelqu'un qui a un poste qu'il a pris dans une institution. Voilà.
Juste un petit truc entre commissaire et curateur, c'est une affaire de langue certes, mais c'est une affaire de sens aussi. Commissaire, ça vient du vocabulaire policier, effectivement, et il y a une idée de contrôle, ça vient de cette pratique très institutionnelle française, entre autres. Curator, il y a la cure dedans, il y a le soin, et ça vient des pratiques plutôt anglophones, certes, mais de l'art plutôt des années 60 et 70, où le commissaire, le curator, la curatrice, va prendre soin des artistes et monter des projets. D'où la blague, le trio que nous formons au musée de l'immigration, avec Auria, Émilie et moi, on s'appelle les curistes. Parce que notre collectif de curation s'est formé dans la piscine, en cure. Et que surtout, il y a cette blague, quand même. Et qu'on soigne. Les curistes. Curator, curist, ça c'est le genre de vanne d'Aletheia. Voilà. Mais c'est parce que moi, je croyais que c'était vrai quand j'étais enfant. Je croyais que... Vas-y, explique. Tu te rappelles parce que quand Retrouve ta voix d'abord. Ouais. Non, mais les curistes, quand j'étais... la première fois que je suis allée à Dax, dans ma vie, je devais avoir, je sais pas, 11 ou 12 ans, et il y avait écrit partout tu vois, des panneaux avec écrit « curiste ». Et moi, en fait, je connaissais pas ce mot. Par contre, je connaissais The Cure, tu vois, et je connaissais les curistes, les gens qui étaient... tu vois, et j'étais là, ça m'avait fait un truc de ouf. J'étais là, genre, ok, et tout. Il y a un rassemblement... De fans de The Cure. De fans de Robert. Et donc, j'avais passé comme ça 2 jours un peu en lévitation dans cet endroit, pensant j'allais finir par voir Robert. Mais non. Et donc, c'est pour ça que j'aimais bien qu'on s'appelle les curistes. Mais la question du soin. Et est-ce qu'un artiste curateur ou commissaire ou DA est plus au petit soin ou l'inverse ? Je pense que oui, parce que on est plus proche des réalités de la vie d'un artiste en réalité. Et, avant tout, être bien reçu dans un lieu, c'est plus important que même le lieu en soi, la diffusion, l'importance que ça va apporter à l'artiste. Parce que parfois on se dit un musée ça va m'apporter, mais en fait ça apporte pas grand-chose, bien souvent. Et je dirais qu'en tant qu'artiste, on est avant tout là pour mettre bien les artistes dans une zone de confort. Comme tu dis, prendre soin des gens, clairement. Parce que nous-mêmes, on sait comment c'est d'être reçu parfois mal et pas respecté et même snobé au moment où on a fini l'exposition. Enfin, ça arrive plein de fois que l'artiste donne tout et une fois que le paquet cadeau est donné au lieu, l'artiste n'existe plus, il n'y a même pas de com sur son travail. Enfin, ça arrive vraiment souvent en France, en Italie, dans plein de lieux. Et donc, je pense qu'en tant qu'artiste, on a déjà une ambition commune, c'est-à-dire partager un univers et une réflexion. Ce que n'ont pas forcément les programmateurs, qui sont plus, comme dit Julie, dans une réponse politique par rapport à un lieu, une dynamique de la ville, que ce soit pour faire des festivals ou des expositions en institution. Il y a toujours plus ou moins des codes à respecter, une partialité, enfin une écoute, ce qui n'existe pas forcément dans la direction artistique pure, où ça peut être comme un film d'art et d'essai, où il n'y a pas de sens, et on y va, quoi. Et je pense que les artistes ont besoin de cadres, mais aussi besoin de cadres où on leur donne cette liberté d'aller là où ils veulent, sans avoir à se justifier ou à prouver quoi que ce soit par rapport à la politique d'une ville ou d'un lieu, quoi. Si je peux juste, ce que tu disais sur le sens des mots, Vittorio t'en parlait aussi, l'étymologie des mots, c'est hyper important. Je suis pas sûre que ce soit le travail des artistes de le faire, mais justement des historiens, des journalistes ou des critiques d'art, justement, de peut-être mieux redéfinir les choses. En France, on parle de street art, d'art urbain ou d'urban art. L'urban art en Angleterre, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. On est plutôt sur de la question de l'architecture qu'on n'a pas aujourd'hui en France. Effectivement, alors c'est cool d'utiliser des mots anglais et aujourd'hui, on le fait beaucoup même sur les réseaux sociaux, on voit que tout est traduit en anglais maintenant. Mais effectivement, je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire qui doit venir par l'accompagnement justement de musées, d'historiens, de critiques d'art, pour mieux redéfinir les mots et l'enjeu des mots. Le sens des mots aussi, c'est très important et on le perd un peu. Ou du moins, c'est pas qu'on le perd, c'est qu'on se questionne pas assez. Et je pense que re-questionner le sens des mots, ça peut peut-être apporter des clés d'entrée de compréhension sur des choses qui sont plus profondes en fait. Si je tiens le micro, je ne vais pas le lâcher. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, c'était juste une remarque sur ce qu'on disait il y a 5 minutes par rapport au blaze et à quoi servait le blaze. Voilà. Je pense aussi qu'il y a un rapport au discours. Alors, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur le lâcher-prise, mais à mon sens, ça va aussi plus loin. C'est-à-dire que si on reprend ce qu'on dit
avec le blaze, je m'interroge sur le fait de savoir s'il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire si l'identité était révélée. Je m'explique. Si on prend par exemple le blaze historique, le nom de Plume, et on reprend le cas de George Sand, le fait de basculer sur une identité masculine permettait de dire des choses qu'on n'aurait pas pu dire autrement. Si on reprend le cas de l'art urbain, si on prend Banksy, aujourd'hui, même si on s'en doute dans le fond sans savoir la taille de son équipe ou pas, mais Banksy, on sait, si on veut essayer de dire les choses, que c'est un homme blanc entre 50 et 60 ans qui vient de Bristol. Enfin voilà, mais dans les faits, le fait de ne pas le savoir, le fait de ne pas pouvoir le nommer, ça fait aussi que lorsqu'il fait des projets engagés, qui finance le Louise Michel, qui va à Bethléem, qui fait tout son travail aussi sur les migrants en Angleterre, justement, il est protégé des sortes de critiques qui pourraient venir de l'extérieur. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet d'éviter de souffrir de cette critique qui serait faite sur qui il est en tant qu'individu et s'il a une légitimité à s'exprimer. Et je pense que c'est assez intéressant aussi dans ce sens-là. Complètement, ouais. Et puis comme tu as dit, c'est aussi la prise de risque, faire des murs dans la rue. Si on commence à mettre son numéro de sécu en dessous de son blaze, on s'est arrêté au bout de 2 jours, quoi. Donc c'est aussi l'idée d'être anonyme, secret, et pouvoir aller plus loin dans sa pratique sans se soucier de l'impact sur le grand public et les mauvaises réactions parfois. Ouais. À savoir qu'au début c'était très codifié les noms, peut-être que Lex peut en parler, mais pour le coup c'était vraiment une histoire de code dans le graffiti, d'avoir 4 lettres, parfois un numéro. Aujourd'hui on n'est plus dans ça, mais c'est quand même très codifié à l'origine toute cette histoire de nom. C'est pas juste se cacher derrière un nom, c'est aussi appartenir à un groupe et faire quelque chose qui soit dans un écrin, quoi, comme les crews, comme tout ça. Ouais. Toujours été cool. Ils sont beaucoup. Ouais. Oui, il y a quelques Français, quelques Allemands, mais ils sont plus d'une centaine aujourd'hui. Donc, mais c'est leur force aussi. Oui. Ouais. Merci en tout cas. Moi j'étais contente que vous puissiez revenir sur vos projets parce que c'est rarement le cas. On prend pas toujours ces temps aussi un peu après coup. Donc c'était aussi une manière de rendre visibles ces projets et puis d'entendre, de percevoir aussi tous les enjeux des statuts, de vos postes. Il y a encore beaucoup à faire et en tout cas et dire aussi que là la fédération elle travaille à essayer de mettre en place une espèce de fiche pratique pour porter un projet légal dans l'espace public en ayant un petit peu en tête ces enjeux-là. Donc voilà, on reste un peu prudent parce qu'on n'a pas la clé magique pour tout résoudre, mais la question de la rémunération, la question du respect de l'anonymat, du soin, du rapport à l'illégal, parce qu'on est dans un espace où il y a des codes et qu'il y a d'autres acteurs qui s'y expriment, ça va faire partie un peu de cette fiche pratique parce qu'on a une demande forte, notamment des institutions qui méconnaissent ces pratiques-là et qui ont besoin un petit peu de pédagogie. Donc on essaie d'y travailler, mais c'est pas facile. Écoutez, merci à vous et puis à tout à l'heure.